Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du magazine de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Cette maladie dont vous avez tous entendu parler tue chaque année 300 000 personnes en Afrique. Le diabète est en forte progression partout en Afrique. On compte 16 millions de personnes atteintes sur le continent. Et selon les prévisions de la Fédération internationale du diabète, on devrait atteindre les 45 millions en 2045 si rien n'est fait. Alors, comment faire reculer ce fléau? Comment venir en aide aux personnes déjà atteintes par le diabète? Nous allons poser ces deux questions à notre invité, le professeur Eugène Sobguy. Eugène Sobguy est professeur d'endocrinologie à l'université de Yaoundé 1er. Responsable au sein du service diabétologie de l'hôpital central de Yaoundé, il est par ailleurs vice-président de la Fédération internationale du diabète. Avec le professeur Jean-Claude Bagna, il a obtenu une reconnaissance internationale pour avoir caractérisé le diabète dit africain. Bonjour, professeur Sobguy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler du diabète. Et merci de votre invitation. Pour commencer, c'est quoi le diabète? Alors, le diabète, c'est un ensemble de maladies dont la principale caractéristique mesurable est l'élévation de façon permanente du taux de sucre dans le sang. Et pourquoi? Parce que l'organisme n'arrive plus à utiliser de façon convenable les nutriments qui lui sont apportés. Comment ça se fait normalement, l'utilisation des nutriments? En général, pour ce qui est du sucre, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est produite par un organe appelé le pancréas. Alors, l'insuline fait utiliser le sucre par les cellules de l'organisme. Le diabète peut survenir donc si l'organisme ne produit pas assez d'insuline pour faire face à l'afflux de sucre, ou alors s'il y a une résistance, s'il y a une insuffisance d'action de cette insuline dans l'organisme, ou encore une combinaison des deux. Donc, pour nous résumer, le diabète, c'est une maladie ou des maladies caractérisées par une élévation du taux de sucre dans le sang, par insuffisance d'utilisation par l'organisme. Parce que l'organisme humain a besoin de sucre pour vivre, pour bien fonctionner. Et vous parlez des diabètes. Combien de types différents de diabète dénombre-t-on? Alors, il en existe plusieurs, mais on va reconnaître principalement deux grands types. Le diabète dit de type 1, qu'on appelait avant diabète insulinodépendant ou diabète du sujet jeune, qui est caractérisé cette fois-là par une carence en insuline, cette hormone qui fait utiliser le sucre par les cellules. Ça représente à peu près 1 cas sur 10, 10% de toutes les personnes vivant avec le diabète. Et le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente, qui représente environ 8 cas sur 10. Le diabète de type 2, que l'on appelait avant non insulinodépendant, mais ce n'est plus la bonne appellation, qui survient en général après l'âge de 30-40 ans. Le diabète de type 2 qui associe à la fois une insuffisance d'action de l'insuline et dans une certaine mesure un déficit relatif de la production de cette insuline-là. Donc c'est quelque chose de mixte, le diabète de type 2. À côté de cela, il y a le grand groupe de ce que l'on appelle les autres types particuliers, c'est des diabètes qui surviennent dans des circonstances un peu particulières, certaines maladies, certains médicaments, nous ne rentrerons pas dans ces détails, certaines formes de diabète génétique. Et le quatrième grand groupe, qui est ce qu'on appelle le diabète gestationnel, c'est un diabète qui, en général, survient ou est diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse. Parce que le bébé, le fœtus, doit être alimenté de façon continue
sa maman, elle ne s'alimente que de façon intermittente. Le placenta, qui fait l'interface entre les deux, produit des hormones pour assurer la nutrition du bébé. Et malheureusement, dans certains cas, chez des femmes prédisposées, cela peut donner lieu à une élévation du taux de sucre chez la mère. On va parler de diabète gestationnel. Donc, le diabète de type 1, carence en insuline. Le diabète de type 2, association d'un déficit relatif, mais surtout un problème d'action de l'insuline. Le diabète gestationnel, celui qui survient ou est diagnostiqué pendant la grossesse. Et puis le grand groupe un peu fourre-tout des autres types particuliers qui sont des circonstances assez spécifiques que diagnostiquent les médecins spécialistes. Professeur, je souhaiterais quand même qu'on parle de ce type de diabète dit africain dont vous et le professeur Bagnard, vous avez reçu une reconnaissance internationale pour l'avoir caractérisé. De quoi s'agit-il? Alors, lorsqu'on parle de diabète africain, il s'agit de ce que l'OMS a longtemps appelé type 1B, mais qu'aujourd'hui, de toutes les façons, cela sera dévoilé officiellement d'ici quelques semaines, est appelé diabète de type 2 à tendance cétosique ou diabète atypique à tendance cétosique. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une forme de diabète fréquente dans les populations d'origine africaine, vivant sur le continent africain ou des diasporas, donc même aux États-Unis, et dont la spécificité est de ressembler à la fois au diabète de type 1 et au diabète de type 2. C'est-à-dire que le début de la maladie sera bruyant, avec des symptômes particulièrement intenses, avec une nécessité de traiter par insuline, et la suite de la maladie est beaucoup moins bruyante, elle ressemble plus à un diabète de type 2, avec la possibilité de contrôler les patients par des comprimés ou par des mesures hygiéno-diététiques, donc le régime tout seul, parfois sans médicaments. C'est une maladie qui a une tendance à l'apparition plutôt saisonnière. Il y a environ 3 pics dans l'année. C'est une maladie, comme vous le dites, quand on l'a caractérisée, on retrouve effectivement un déficit relatif en production d'insuline qui est marqué au début mais qui se corrige partiellement par la suite, et puis une insuffisance d'action chez des personnes prédisposées. Je voudrais immédiatement dire que c'est cette forme de diabète qui a malheureusement fait penser à plusieurs personnes qu'ils savaient guérir le diabète. Parce que dans l'évolution normale de ce diabète dit africain, en fait du diabète de type 2 à tendance cétosique, lorsque la personne est bien traitée, il peut y avoir des périodes de rémission prolongée. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois ou années, la personne a des taux de sucre strictement normaux en dépit du fait que des traitements spécifiques ne sont pas administrés. Donc il y a des rémissions prolongées qui malheureusement font faussément croire que en ayant pris telle ou telle potion, on a guéri le diabète. Professeur, le nombre de diabètes est passé de 2 millions en 1980 à 16 millions en 2017. Comment expliquez-vous cette explosion? Alors, cette explosion dans des proportions épidémiques du diabète en Afrique peut être expliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, ce que nous appelons la transition démographique. La population augmente, mais l'espérance de vie aussi augmente avec des meilleurs soins de santé. Or, le diabète le plus fréquent, le diabète de type 2, augmente avec l'âge. Il survient au-delà de l'âge de 40 ans. Pour prendre l'exemple du Cameroun, en 1960, l'espérance de vie au Cameroun était de 35 ans à la naissance. En 1990, celle-ci était de 57 ans. Donc, simplement du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, il y a une explosion du diabète. Ça, c'est d'un. De deux, le diabète, surtout le diabète de type 2, va survenir dans des circonstances, comme on l'a dit, où on a une diminution de l'action d'insuline. Qu'est-ce qui fait cela? L'inactivité physique diminue l'action de l'insuline. Et donc, avec une urbanisation anarchique qui entraîne une réduction de l'activité physique
On utilise aujourd'hui des voitures et des motos pour faire des distances de 100 mètres que l'on faisait antérieurement à pied. La diminution de l'activité physique est la seconde explication majeure de l'explosion du diabète en Afrique. La troisième explication, c'est l'alimentation. L'alimentation, traditionnellement, était riche en fibres, en fruits, en légumes, en aliments peu transformés. Mais avec également cette urbanisation anarchique, les modes de vie qui ont changé, l'on dépend un peu plus des aliments transformés, des aliments industriels qui, malheureusement, ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour la prévention du diabète. Donc voilà 3 facteurs extrêmement importants auxquels il faudra rajouter des nouveaux facteurs que l'on commence à démontrer aujourd'hui. La pollution atmosphérique, les pesticides sont des choses qui pourraient avoir un rôle important aussi dans l'augmentation du diabète chez nous. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'augmentation de l'espérance de vie, la diminution de l'activité physique, la modification de l'alimentation avec l'introduction des aliments transformés et beaucoup de gras. Professeur, en Afrique, 70% de personnes atteintes de diabète l'ignorent. C'est la proportion la plus forte au monde. Quelles recommandations pouvez-vous donner pour faire baisser ce chiffre? Alors, 70% l'ignorent pour une raison simple. Pendant très longtemps, le diabète est ce que l'on dit, on dit du diabète qu'il est asymptomatique. Il n'a pas de symptômes. Il n'a pas de symptômes majeurs. Il peut donc évoluer pendant longtemps sans donner lieu à des choses qui vont alarmer les gens. Donc, on ne va pas spontanément consulter. Pour savoir qu'on a un diabète, il faut l'avoir suspecté ou bien il faut s'être fait dépister. Or, ayant très peu de contact avec le système de santé formel, la population va donc avoir peu d'opportunités d'être dépistée. Et donc, le diagnostic va se faire à l'occasion de complications. C'est pour cela que les études montrent que 3/4 des personnes vivant avec le diabète l'ignorent. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? C'est la sensibilisation. Savoir qui est à risque, qui doit absolument se faire dépister et quand. Et là-dessus, je voudrais immédiatement dire que lorsque l'on a dans la famille un proche parent au premier degré qui a le diabète, il faut se faire dépister 1 fois par an. Lorsque l'on a plus de 40 ans, il faut penser à se faire dépister 1 fois par an. Lorsqu'on a une hypertension artérielle, on est un peu plus à risque que les autres. Il faut se faire dépister. Lorsqu'on est une femme et qu'on a eu à faire des gros bébés, plus de 4 kilos, il faut penser à se faire dépister. Lorsque l'on a fait beaucoup de fausses couches, avortements, etc., il faut penser à se faire dépister. Lorsque l'on est en surpoids ou en situation d'obésité, il faut se faire dépister. Voilà les catégories de personnes à risque particulièrement élevé qui doivent absolument se faire dépister, mais nous tous, au-delà de l'âge de 35-40 ans, il faut penser à le faire. Et ça ne coûte pas grand-chose, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça se fait pratiquement partout. Professeur, je vous propose de regarder un reportage sur les mesures de prévention efficaces réalisées à Yaoundé. Dimanche matin, église Biémassi. La louange bat son plein, sous l'œil bienveillant du pasteur. Aujourd'hui, il ne va pas se contenter de prêcher sur la santé spirituelle de ses fidèles. Pour faire face à l'augmentation inquiétante du nombre de diabétiques dans sa congrégation, il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Aujourd'hui est un jour spécial avec la campagne de santé des fidèles et des populations environnantes de la paroisse de Biémassi sont informés qu'une campagne de dépistage précoce gratuite du diabète. Une campagne de dépistage pour permettre aux fidèles de savoir si oui ou non ils sont atteints du diabète. C'est essentiel
Car au Cameroun, 3/4 des malades ignorent qu'ils sont porteurs de la maladie. Pour réaliser les tests, le pasteur a fait appel à Laurent Donkeng, un pionnier du dépistage. Il y a le dépistage du diabète ici tout à l'heure, hein. C'est gratuit. Monsieur Donkeng dirige l'ONG IPEST, spécialisée dans la prévention du diabète. Depuis 2009, il a diagnostiqué près de 6000 individus, un record. Une fois à l'église, il se met immédiatement au travail. Bonjour les amis. Pour attirer un maximum de personnes, M. Donkeng doit faire preuve de pédagogie. Certains paroissiens n'ont pas confiance dans ce type de campagne. C'est le cas de ce monsieur, victime d'une erreur de dépistage il y a quelques jours. Je sors de là. J'ai même failli être placé comme diabétique alors avec les erreurs des laboratoires. Pour le rassurer et tenter de le convaincre, M. Donkeng explique les particularités de sa méthode. Nous sommes ici en train de faire un dépistage différemment des autres. Parce que nous ne recherchons pas seulement la maladie, mais nous recherchons les facteurs de risque de la maladie. Voilà. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que vous pouvez ne même pas être malade et puis maintenant être dans une position telle que demain ou après-demain vous serez malade. Rechercher les facteurs de risque pouvant causer le diabète afin de les corriger à temps. La meilleure méthode pour éviter de tomber malade. L'argument fait mouche. M. Georges décide de se rendre au dépistage. La première patiente est déjà arrivée. M. Donkeng lui administre un questionnaire visant à mesurer la probabilité qu'elle soit diabétique. Elle augmente notamment en fonction de l'âge, du poids, de la non-pratique du sport, d'un taux de sucre dans le sang trop élevé. Au bout de quelques minutes d'entretien, M. Donkeng relève plusieurs signes inquiétants. J'observe que c'est une patiente qui doit certainement être hypertendue, mais qui n'est pas prise en charge. Elle développe une obésité et avec des antécédents familiaux d'hypertension au niveau de la mère. Donc ce qui fait d'elle... Bon, il y a aussi le sport insuffisant qu'elle développe, ce qui fait donc d'elle déjà un sujet à risque. Le diabète est une maladie caractérisée par un taux de sucre dans le sang, appelé glycémie, supérieur à 1,26 g par litre. Pour vérifier si Mme Koundou est atteinte, le spécialiste prélève une goutte de sang et la pose sur ce lecteur de glycémie. La glycémie est de 0,98. Elle est bonne. La patiente n'est pas diabétique, mais elle va devoir perdre plusieurs kilos pour ne pas être exposée. Le culte est terminé. Les membres de l'église prennent d'assaut la campagne de dépistage. M. Donkeng est assisté par plusieurs infirmières. Au total, plus de 70 consultations effectuées. L'équipe dépiste 2 cas de diabète, parmi lesquels M. Moulevin. Il présente une glycémie de 2,37 g, soit 1,2 g de plus que la normale. La glycémie est élevée. Tout à l'heure, le diabétologue sera là. Il va donner des enseignements sur le diabète. À 12 heures. Objectif de ces enseignements, donner des conseils pour éviter de contracter la maladie, au premier rang desquels l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. C'est le docteur DAIM, diabétologue à l'hôpital central, qui va animer la causerie éducative. Ça fait plus de 15 ans que son service collabore avec M. Donkeng dans le cadre de la prévention du diabète. Il est venu donner des conseils nutritionnels et mettre en garde contre une alimentation trop riche en graisse. Il y a beaucoup de cas de diabète chez nous parce qu'on consomme de façon excessive les graisses. Donc, s'il y a un conseil pour éviter de prendre du poids, et le diabète, c'est d'abord l'huile. Je diminue l'huile. Je cesse de frire le poisson ou le poulet ou les pommes. En plus des bonnes habitudes alimentaires, la pratique régulière du sport permettrait, selon certaines études, de diminuer le risque de diabète de 30%. Il faut bouger, pas une seule fois. Il ne faut pas aller faire juste ce qu'on appelle 2-0 chez nous. 3 fois par semaine. Mais ceux qui ne peuvent pas courir, qu'ils marchent, qu'ils profitent des activités de la vie courante pour bouger. Alimentation réduite en graisse,
activité physique, des moyens efficaces de prévention contre le diabète. Mais que faire lorsqu'on est déjà atteint par la maladie? Comment éviter les complications? Hôpital central de Yaoundé. Nous retrouvons Laurent Donkeng, le spécialiste de la prévention. Il est accompagné des 2 patients diabétiques dépistés hier. C'est le centre national de référence pour la prise en charge du diabète. Les patients ont rendez-vous avec des médecins pour vérifier si l'excès de sucre dans le sang n'a pas endommagé leurs organes. Une étape parfois stressante, ce qui explique la présence de M. Donkeng. Il y en a aussi qui sont tellement traumatisés qu'ils n'ont pas le courage d'affronter le personnel médical. Pour les rassurer, rien de tel qu'un autre visage familier. Le groupe salue le docteur D.A.M., le diabétologue qui a animé la causerie éducative. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour major. Ce dernier les confie à ses infirmières pour le premier examen. S'assurer que le dépistage d'hier est correct en mesurant la glycémie. 2,21 g à jeun. Ce qui confirme que M. Moulevin est diabétique. Ensuite, c'est la consultation approfondie auprès d'un médecin généraliste. Une étape essentielle pour la prévention des complications du diabète. Le docteur examine certains organes du patient pour déceler d'éventuelles anomalies. M. Moulevin se plaint de douleurs aux orteils, un cas fréquent chez les malades. Vu que le patient est diabétique, parfois ils ont des petites lésions entre les orteils qu'ils méconnaissent à cause souvent des complications du diabète, les troubles de la sensibilité. Donc il faut vérifier qu'il n'y a aucun souci. En cas de souci, il faut traiter. Le médecin a remarqué plusieurs signes suspects et prescrit une batterie de tests. Voici les différents examens que tu dois faire. J'ai fait différents papiers. Ça, c'est l'examen pour voir comment ton cœur fonctionne. D'accord. Ça, c'est l'examen pour savoir si le diabète a atteint aussi tes yeux ou pour ton glaucome sur lequel tu es là. D'accord. Ça, ce sont les examens de sang. Et c'est en fonction de ces résultats-là qu'on verra comment adapter ton traitement. Suivre le bon traitement pour le diabète. Une question de vie ou de mort pour M. Moulevin et le million de Camerounais atteints par la maladie. Des Camerounais qui sont nombreux à croire à l'efficacité de la médecine traditionnelle. Alors d'après vous, pouvez nous dire quel est le meilleur moyen de soigner le diabète? La meilleure façon de traiter le diabète, c'est à l'indigène. L'eau avec laquelle on lave le ndolé, elle est très amère. Donc pour ceux qui ont un taux de sucre élevé, on demande souvent de boire. C'est un traitement très efficace. Je connais des personnes qui ne souffrent plus à cause de cela. On peut adopter également des solutions naturelles, qui sont des solutions à partir des plantes, à partir des produits de nature. Consommer des produits naturels, c'est justement ce qu'a fait Madame Bamen, une diabétique dépistée en 1989. Pendant 15 ans, elle fréquente des naturopathes qui jurent qu'ils ont trouvé le remède miracle. Prétendant pouvoir guérir son diabète, ils lui font consommer des écorces de manguier, des noyaux d'avocat, du jus de ndolé. Madame Bamen dépense des millions de francs CFA en vain et frôle la mort à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle utilise son témoignage pour mettre en garde les autres diabétiques. Quand on te dit que tu as une maladie incurable, ton moral tombe. Tu commences à avoir peur, à voir tes obsèques, à voir ta veillée, à voir ceci, à voir ça. Tu dis non, si je peux éviter cela, je l'évite. N'importe qui vient devant toi. Et comme tous ces charlatans-là sont des bons parleurs, ça a été une période très sombre de ma vie. Triste expérience. Parce qu'en prenant les produits traditionnels, on me faisait croire que ça devait guérir le diabète. Et ça a failli me tuer. Je suis même allée jusqu'à boire les urines. Et ces urines m'ont encore causé d'autres problèmes dans le corps. Ce qui tue, ce qui dérange le diabétique, en réalité, c'est l'ignorance. Pour un diabétique, pour s'en sortir, il faut être suffisamment informé.
Mieux informer les malades, l'un des objectifs phares du Centre national de l'obésité qui multiplie les actions de sensibilisation. Nous retrouvons le Dr DAM à l'hôpital central de Yaoundé. 30% des diabétiques qu'il reçoit ont recours à la médecine traditionnelle. Il a donc décidé d'organiser une réunion de sensibilisation pour les jeunes diabétiques, au cours de laquelle il fait un exposé médical argumenté. La médecine traditionnelle est véritablement un danger pour les jeunes personnes vivant avec le diabète. Ces personnes-là ont un diabète dit de type 1, c'est-à-dire que leur corps ne fabrique plus l'insuline, qui est la substance que l'organisme fabrique pour normaliser le taux de sucre dans le sang. Et comme l'organisme ne fabrique plus, il faut remplacer à travers des piqûres ou même des pompes à insuline. Or, très souvent, les personnes qui vont chez les tradipraticiens arrêtent leur traitement par insuline et sont de fait exposées à des complications graves, notamment l'accumulation de certains déchets qu'on appelle les corps cétoniques, le risque de coma et de décès. Nous encourageons toutes les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 ou les parents des jeunes personnes vivant avec le diabète de type 1 de ne jamais les amener chez les tradipraticiens. Parce que s'ils avaient trouvé la solution, on le saurait et on l'appliquerait. Mais pour le moment, les informations à notre disposition montrent qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution et que la plupart des enfants qui y vont se dégradent et parfois certains reviennent. On arrive à les sauver, d'autres ne reviennent pas parce qu'ils sont décédés. Chaque année, le diabète entraîne plus de 500 000 décès au Cameroun. Il est donc impératif de continuer à promouvoir les campagnes de dépistage, une bonne hygiène de vie et la prévention des facteurs de risque, des objectifs prioritaires pour faire reculer cette pathologie. Professeur, que pensez-vous de ce reportage? Alors, il y a plusieurs choses importantes à signaler. La première, c'est cette phrase, la personne vivant avec le diabète, comme elle a dit, le diabétique, meurt d'ignorance. C'est très fort, ça. C'est, je dirais, le point le plus important. Le second point, c'est de voir que lorsqu'on va vers les gens, ils sont disposés à faire ce qui est plus difficile à organiser dans les structures sanitaires formelles. Donc, le dépistage doit aller vers les gens et non pas l'hôpital attendre que les personnes viennent vers nous pour le dépistage. C'est donc une action citoyenne comme celle-là qui vise à proposer le dépistage à des personnes dans le milieu où ils se sentent le plus à l'aise. Ça, c'est très fort, c'est très important. Comment se faire dépister lorsqu'on n'a pas accès à des campagnes de dépistage, professeur? Alors, la première chose, comme nous l'avons dit, c'est de savoir qui est à haut risque. Et ça, c'est important. Ces personnes doivent aller vers des formations sanitaires. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin des actions citoyennes, comme celle qui a été présentée. La troisième chose, c'est que mieux que le dépistage, c'est la prévention qui est capitale. Et la prévention, c'est de faire la promotion d'une bonne hygiène de vie, d'une alimentation saine et équilibrée. À riche en fibres, nous avons l'avantage de disposer de toutes sortes de légumes facilement, de fruits, etc. Nous avons l'avantage de les avoir, de graines aussi. Alors, donc, c'est la prévention par le biais de l'alimentation, c'est la prévention par la promotion de l'activité physique. Il ne faut pas attendre d'avoir un dépistage qui montre des chiffres anormaux pour se mettre à faire de l'activité physique. Et c'est quoi comme activité physique? C'est de la marche. La marche est l'activité physique la plus naturelle. Il faut l'encourager. Ça ne coûte pas de l'argent en CFA ou en euros. Ça coûte la mobilisation. Donc, je dirais, si on n'a pas de l'argent pour se faire dépister, on peut au moins avoir la bonne volonté pour mettre en œuvre les mesures de prévention. Professeur, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs les bons comportements à adopter pour éviter de contracter le diabète de type 2? Marcher chaque jour au moins une demi-heure éloigne le diabète.
marcher, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. On peut descendre de son taxi plusieurs centaines de mètres avant sa maison, rentrer de cette façon-là et avoir fait de la bonne prévention du diabète. La deuxième chose, c'est une alimentation saine et équilibrée, riche en produits non transformés. Nous sommes riches en légumes, en graines. Nous devons réduire la consommation d'huile, réduire la consommation d'aliments transformés et conservés de façon industrielle. Cela est la deuxième chose dans la prévention du diabète. La troisième chose, bien entendu, c'est de s'informer sur les symptômes, sur les signes d'alerte et pouvoir réagir suffisamment tôt. Lorsque, sans explication claire, on se met à boire beaucoup d'eau, à faire pipi de plus grande quantité ou alors à maigrir de façon inexpliquée, il faut se rendre rapidement dans une formation sanitaire pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de diabète ou de toutes les façons savoir de quoi est-ce qu'il est question. Le Cameroun compte environ 1 million de diabétiques. Beaucoup d'entre eux voient leur mode de vie être bouleversé. Comment faire face au diabète? Est-il possible de retrouver un style de vie normal? Élément de réponse dans ce reportage dans la ville de Yaoundé. Quartier Madagascar, Yaoundé. Nous sommes chez Madame Mouto. Elle souffre du diabète, une maladie qui bouleverse son existence. L'excès de sucre dans son sang, appelé hyperglycémie, a perturbé la circulation sanguine dans sa jambe gauche, ce qui lui a valu une amputation. L'amputation a été faite à 2 reprises. Tous les coins du Cameroun. On a d'abord coupé le pouce. Il rencontre les ministres, il pose des questions et nous aussi simplement après, rencontrer il n'y avait pas un bon rendement. Et vous savez, j'ai perdu la francophonie depuis 2014 a... Pour se déplacer, elle doit désormais s'appuyer sur des béquilles. Avant, je tombais. Quand je prends les béquilles, je ne connaissais pas marcher avec les béquilles. Bon, on m'a appris à marcher avec les béquilles. Il y a une copine là qui m'a aidée. Pour les travaux ménagers et même pour préparer son bain, elle dépend entièrement de Fabrice, l'un de ses fils. C'est comme ça que ça se passe chaque matin. Vous savez, les diabétiques doivent toujours être propres, garder cette propreté-là. Une hygiène sans faille pour éviter les infections. Mais ce n'est pas la seule préoccupation de Fabrice. Faute de moyens, voilà plusieurs jours que sa mère ne prend pas ses médicaments. Conséquence, son taux de sucre dans le sang, déjà trop élevé, empire, ce qui lui cause des vertiges et une fatigue intense. Pour éviter le pire, Fabrice l'a conduit dans un centre spécialisé, unique en son genre. Maison des diabétiques, une association pionnière dans la prise en charge du diabète. Sa mission, apprendre aux malades à vivre le plus normalement possible. Au fil des années, le centre s'est spécialisé dans la gestion des situations d'urgence, telles que celle de Madame Mouto. Bonjour. Donnez le cahier. Pour évaluer la gravité de l'état de Madame Mouto, Awa, l'infirmière, doit vérifier la quantité de sucre présente dans son sang. Bon, on va vous prendre les paramètres. Au-delà de 2,5 grammes, Madame Mouto risque le coma diabétique. Ok, la glycémie est à 3 grammes. La glycémie est beaucoup, la glycémie est élevée. 3 grammes de sucre par litre de sang. La patiente a frôlé le pire. Pour diminuer la glycémie, l'infirmière adopte une mesure d'urgence radicale. Je dois lui donner une petite dose d'insuline rapide pour pouvoir aider à baisser sa glycémie. Donc, après 1 heure du temps, on va encore reprendre la glycémie. Madame Mouto est doublement chanceuse.
Elle a été rapidement prise en charge, sans débourser un seul sou. Dans un autre centre, elle aurait tout bonnement été renvoyée chez elle. À l'origine de ce concept novateur, une infirmière diplômée d'État qu'une tragédie familiale a envoyée en guerre contre le diabète. Ma maman avait le diabète type 1 quand je faisais terminale. Elle m'a demandé ce que je veux faire de ma carrière. Et moi, je lui ai dit que je voulais être ingénieur agronome. Elle a dit non, voilà que le diabète est en train de me ronger. Ce que je préfère pour toi, c'est faire la médecine. Malheureusement pour moi, pendant mon séjour à Strasbourg, elle est restée mourir au Cameroun. Et moi, ça m'a fait mal et je me suis dit, qu'est-ce que je fais encore avec le diabète? Mais l'esprit m'a dit non. Ce que tu n'as pas pu faire pour ta mère, fais-le pour les autres. Aider les autres, et surtout les patients les plus vulnérables comme Madame Mouto. Oui, si vous pouvez la faire asseoir ici, parce qu'on va travailler aussi ici, pour ne pas... Cette dernière n'a pas encore assimilé l'importance de prendre son insuline tous les jours. Madame Vom va donc rappeler le rôle de cette hormone dans l'absorption du sucre par les cellules de l'organisme, afin de baisser la glycémie. L'insuline est finie. L'insuline est finie, les aiguilles sont finies. Aïe! Je dois acheter. Quand on attend que le traitement finisse, le corps reste sans médicaments pendant un temps et la glycémie regrimpe. La nourriture que vous mangez, au lieu que ça aille dans votre corps vous donner l'énergie, ça va rester dans le sang. Et quand ça va rester dans le sang, ça va se déposer à l'intérieur des vaisseaux, ça va boucher la lumière des vaisseaux et c'est ça qui va vous faire les complications. Ça peut faire l'AVC, ça peut rendre aveugle, ça peut gâter le cœur, ça peut gâter les reins, ça peut traumatiser le sexe, ça peut aussi couper le pied. Si elle continue de négliger son traitement, Madame Mouto risque de perdre sa deuxième jambe. Pour le vérifier, elle va passer un test de neuropathie. Une maladie qui survient lorsque le système nerveux est endommagé par une trop forte concentration de sucre dans le sang. Un excès pouvant boucher complètement les vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, ce qui provoque un blocage de la circulation sanguine et une perte de sensibilité des membres inférieurs. 10% des diabétiques atteints de neuropathie subissent une amputation. Le test de neuropathie est effectué par Fordy. Oui, bonjour Fordy. Bonjour Fordy. Ouais, c'est bien parce que tu es arrivé. Il va vérifier si Madame Mouto risque une autre amputation en testant la sensibilité de la jambe droite. S'il y a une vibration, vous voyez sur votre main, ça va, non? C'est oui, non? Donc c'est oui ou non? Là, est-ce qu'il y en a? Non. Là? Non. Tout à l'heure, j'ai testé sur la main, elle a ressenti. Oui. N'est-ce pas? Sur le pied, elle ne ressent pas. Pour éviter l'amputation, Madame Mouto va donc devoir suivre à la lettre son traitement d'insuline, mais également adopter un régime alimentaire approprié. Et elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, Madame Vom organise un séminaire pour les malades dont le rein est déjà affecté par le diabète. La consommation abusive du sel. Il ne faut pas manger trop salé. Parce que le sel, quand vous mettez les grains de sel dans la bouche, vous voyez comment votre langue souffre, non? Les autres organes souffrent autant. La consommation abusive des aliments riches en protéines animales. Hein? Aujourd'hui, vous mangez la viande. Demain, vous mangez le poulet. Après, demain, c'est le poisson. Yaka, c'est comment? Il faut aussi les légumes, les fruits. Ce type d'atelier mensuel fait partie intégrante de l'approche de la directrice. Transmettre à ses patients une connaissance plus approfondie de leur maladie. Une méthode qui semble porter ses fruits. Beaucoup s'en sortent. Vu déjà que j'ai formé les gens qui sont devenus des pères éducateurs, qui éduquent les autres patients pour qu'ils se prennent bien en charge. Redonner du pouvoir aux patients face au diabète. Un autre pilier déterminant de la maison des diabétiques qui aide Madame Mouto à surmonter la maladie. Retour au domicile de Madame Mouto. Depuis qu'elle fréquente la maison des diabétiques, elle mange 3 fois par jour tel que recommandé, ce qui réjouit Déance, son fils aîné. Tu as mangé le matin? Oui, j'ai pris le déjeuner, j'ai aussi mangé la veille.
Midi. En plus de mieux s'alimenter, Madame Mouto respecte également ses prises d'insuline, ce qui améliore nettement sa glycémie. Elle est passée de 3 grammes à 2,23, un progrès majeur. Et pour l'encourager sur cette bonne lancée, Madame Vom lui a offert un glucomètre dernier cri d'une valeur de 40 000 francs. Bon, ce glucomètre, on l'a obtenu par don de la maison du diabète. Il est un peu plus rapide, il est plus efficace. Et ce n'est pas tout. Pour éviter les déplacements pénibles, Déance a suivi une formation en injection d'insuline. C'est les médecins qui me l'ont appris pour que je n'ai plus le temps de partir à l'hôpital tous les jours et revenir avec elle, pour que moi-même je puisse lui prendre son insuline à la maison et l'injecter. Don de matériel et de médicaments, examens gratuits, conseils nutritionnels, des outils qui contribuent à l'amélioration de la glycémie de Madame Mouto. Mais elle a encore du chemin à parcourir pour devenir totalement autonome. Une étape qu'a franchie Monsieur Okumba. Le lendemain matin, 7h. Chez Monsieur Okumba, un pensionnaire de la maison des diabétiques qui, après plusieurs années d'efforts, est parvenu à normaliser sa glycémie. Le stade rêvé de tout diabétique qui aspire à une vie normale. Son succès, M. Okumba le doit en grande partie à l'activité physique. Il nous explique en quoi elle est importante pour les diabétiques. Quand on fait le sport, il faut savoir que les muscles utilisent le sucre. Ça fait baisser la glycémie. C'est pour ça qu'on demande de faire le sport pour équilibrer aussi la glycémie. Continue, et je dois le faire moi pendant 30 minutes. À l'activité physique, il ajoute une alimentation sans excès de sucre ni de graisse afin de préserver sa glycémie. Je dois prendre ma glycémie, contrôler ma glycémie avant de manger. Et il faut savoir que quand je vais manger, je suis à quel niveau. Si ma glycémie est basse, je peux manger très bien. Je mets même un peu de mayonnaise ici. Voilà. Je suis à 0,8. C'est un bon résultat, 0,8. Un très bon résultat. Un résultat devenu habituel, obtenu à force de discipline. M. Okumba peut alors déguster aisément son repas avant son départ pour la maison des diabétiques. À la maison des diabétiques, M. Okumba fait figure de patient exemplaire, ce qui lui a valu de passer père éducateur au sein de l'association. Désormais, il fait profiter de son expérience aux patients en quête d'autonomie. C'est un travail social et humanitaire. Moi, je vois comment d'autres diabétiques souffrent. Il y a beaucoup qui souffrent. Il y a ceux qui ont les pieds coupés, les yeux percés à cause du diabète. Il y a ceux qui ont même déjà une insuffisance rénale. Depuis qu'il est retraité, M. Okumba passe ses journées ici, auprès de Madame Vom et d'autres pères éducateurs qu'elle a formés. Ils contribuent à leur manière à rendre autonomes les plus de 300 patients suivis par la maison des diabétiques et à faire reculer un peu plus une maladie qui affecte plus d'1 million de Camerounais. Professeur Sobgui, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? Eh bien, la première chose, c'est que du fait de l'ignorance, on arrive souvent tard dans le champ de bataille. On a vu le poids des complications, on a vu le fardeau des complications du diabète. Et ça, c'est souvent le résultat d'un diagnostic tardif. C'est souvent le résultat d'une prise en charge inadéquate pendant de longues années. Et tout ceci, en fait, est le fardeau de l'insuffisance de la connaissance, de l'insuffisance de la diffusion de la connaissance.
Donc c'est assez frappant le poids pour l'individu, le poids pour les familles, le poids pour la société des complications du diabète. C'est le lieu de rappeler que le diabète mal contrôlé est la première cause d'amputation non traumatique des membres inférieurs dans le monde. Bien que cela ne représente que 13% de nos patients hospitalisés, c'est 48% du taux d'occupation des lits. Ça donne des hospitalisations très longues, ça donne des cicatrisations précaires. On sait aussi que le diabète mal contrôlé va être parmi les 3 premières causes de cécité dans le monde. On sait qu'avec l'hypertension artérielle, le diabète fait partie donc des 2 premières causes d'entrée en dialyse, le diabète mal équilibré. À l'inverse, on sait aussi qu'un diabète bien équilibré, exempt de complications, ne diminue plus l'espérance de vie. Le diabète en général, on va dire qu'il diminue de 7 ans l'espérance de vie, mais un diabète bien contrôlé, exempt de complications, est même associé à une prolongation de l'espérance de vie. Ça, c'est démontré aujourd'hui. Donc, il y a ce côté, je dirais, il y a 2 côtés. Il y a le côté amer du poids des complications, mais il y a l'espoir que l'on voit vers la fin, qui est celui de la possibilité de vivre une existence quasi normale avec le diabète lorsque l'on a la connaissance et que l'on la met en pratique. Professeur, la revue médicale Lancet, célèbre au monde, déclare que 90% de diabétiques africains ne se soignent pas. Comment se fait-il? Quel est le coût moyen du traitement d'un diabétique? Le diabète a des coûts, comme diraient les économistes, des coûts directs et des coûts indirects. Les coûts directs, c'est les coûts liés à la consultation médicale, aux examens de laboratoire, aux médicaments. Voilà des coûts directs, ils sont élevés, on en reparlera. Et il y a les coûts indirects. Lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on est hospitalisé, etc., on est absent de son travail, on perd en force productive. Lorsqu'on arrive au stade de complication, la société perd de la force productive. Et il n'y a pas que ça. Il y a, vous avez vu dans le reportage, tout le soutien familial qui s'organise. C'est des gens qui ne vont plus au travail, forcément, quand ils doivent le faire, pour s'occuper de leurs proches parents. Donc, il y a des coûts qu'on pourrait dire visibles et des coûts qui le sont moins, pour utiliser des termes qui se comprendraient facilement. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Lorsqu'on prend un diabète de type 1, c'est-à-dire un diabète traité par insuline, dans le programme des enfants diabétiques, cela revient à peu près à 700 000 francs par an pour la prise en charge d'un patient diabétique de type 1. Ça, c'est le coût pour la famille. Dans le cas du diabète de type 2, c'est beaucoup plus variable. Ça peut aller de 300 000 francs CFA par an à plusieurs millions, dépendant de si oui ou non il y a des complications ou pas. Ça, c'est pour le chiffre que paye le patient. Mais il y a d'autres coûts que l'on ne voit pas. Et là-dessus, c'est l'occasion de parler des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, par les hôpitaux, les formations sanitaires. Eh bien, lorsque la consultation d'un médecin spécialiste coûte 2 000 francs ou 3 000 francs, ce n'est pas le coût réel, c'est le prix qui est payé par le patient, donc il y a une forme de subvention. Lorsque le patient diabétique n'est pas amené à payer chacune de ses consultations, mais à payer quasiment des forfaits mensuels, c'est une forme de subvention qui n'est pas non plus quantifiée. Lorsque le Cameroun, avec ses partenaires industriels, a pu faire passer le flacon d'insuline de 14 000 francs CFA à 3 000 francs CFA, c'est une forme de subvention qui n'est pas non plus évaluée. Et lorsque, par exemple, à l'hôpital central de Yaoundé, on peut faire en hospitalisation de jour un bilan annuel complet du diabète pour 75 000 francs CFA, il faut savoir que c'est une activité qui, dans un hôpital parisien, coûte 1 500 €
1 million de francs. Donc il y a une forme de subvention qui n'est pas tout à fait visible. Donc en termes de coût du diabète, il est certainement beaucoup plus élevé que ce que payent les patients et ce que payent les familles, mais ça reste un fardeau difficile à supporter pour des ménages modestes et même pour les plus nantis, raison pour laquelle dans la majorité des pays ayant des systèmes de protection sociale, le diabète fait partie de ces maladies, la prise en charge à 100%, et donc nous avons le fort espoir, le bon espoir que dans le cadre de la couverture santé universelle qui est en train d'être mise en place, le diabète bénéficiera d'un regard bienveillant de la part des pouvoirs publics. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure des actions menées par des hôpitaux. Et justement, à l'hôpital central de Yaoundé, vous avez mis en place un programme original qui aide les jeunes diabétiques à vivre le plus normalement possible. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, il s'agit d'un programme dont le nom officiel maintenant est Changing Diabetes in Children. C'est un programme qui a été mis en place avec le soutien de plusieurs partenaires. Les industriels qui produisent de l'insuline, des fabricants d'appareils de contrôle de glycémie et de leurs bandelettes, le ministère de la Santé publique avec donc l'hôpital et le personnel, les professionnels de santé que nous sommes avec donc le don de notre temps pour développer tout ceci et pour le suivi, et quelques bonnes volontés de la société civile. Il y a des personnes qui, de façon tout à fait discrète, donnent au compte du programme une contribution qui permet de soutenir un certain nombre de patients, et certains jeunes diabétiques qui se dévouent pour assurer le suivi, l'aide au suivi de leur père. Donc c'est plusieurs partenaires réunis pour offrir à toutes les personnes âgées de moins de 21 ans ayant un diabète une prise en charge totalement gratuite, c'est-à-dire la consultation, les examens de laboratoire, l'insuline, les bandelettes pour le contrôle, totalement gratuite pour les personnes de moins de 21 ans vivant avec le diabète sur le territoire camerounais. Et professeur, que pouvez-vous dire aux uns aux autres par rapport à cet enjeu pathologique et surtout sur l'avenir? Alors, l'avenir, c'est beaucoup d'espoir parce qu'on en sait toujours un peu plus concernant le diabète. C'est beaucoup d'espoir parce que plusieurs personnes, beaucoup de bonne volonté comprennent que c'est d'un effort sociétal que nous avons besoin. Mais des interrogations avec des interpellations. La première, c'est à l'endroit des responsables des collectivités locales, territoriales, décentralisées. Les maires, les chefs traditionnels. Le maire peut mieux faire la prévention et la prise en charge du diabète que tous les hôpitaux réunis. En mettant les conditions de circulation à pied, les trottoirs sécurisés, le maire permet à tout le monde de faire une activité physique régulière dans des conditions de sécurité. Nous ne savons pas le faire. En mettant dans chaque quartier des marchés de produits maraîchers, vivriers, de proximité, où sont interdits tous les produits qui ne sont pas maraîchers, cela permet à des gens n'ayant pas les moyens de conservation des fruits, des légumes et de tous ces produits d'y avoir accès tous les jours, ce que nous ne savons pas faire. Donc les deux leviers, activité physique, alimentation saine et équilibrée, le maire peut le faire. Et quand on rajoute à ça le fait qu'il y a des champs communautaires où l'on peut avoir ce type de produits qui peuvent être développés, il y a des villes dans le monde qui ont développé le concept de urban farming, qui peuvent également aider à faire cela. Donc les maires, les chefs traditionnels peuvent jouer un rôle extrêmement important dans la prévention du diabète. Merci beaucoup, professeur Sobui, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans un prochain numéro du Magazine de la Santé.